Bien, bonjour d'abord, je suis Didier Mama, vice-président Advanced Analytics pour le business domain Sustainability, Circularity et In-Store chez Decathlon. Je vais essayer de vous partager comment les pôles data peuvent se positionner pour aider le métier à se réimaginer. Absolument. Souvent, les équipes data, et historiquement, sont des gens de l'IT. Et par conséquent, on voit la data comme des gens qui sont au service d'eux. En réalité, dans les entreprises, il y a deux grands pôles qui s'affrontent. D'un côté, le business et d'un autre, l'IT. Et si on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit qu'il y a eu dans le passé aussi ce genre de dichotomie entre le besoin du métier et l'IT, et notamment quand le digital est arrivé, qui était intégré dans l'IT. Et on a observé que ça fonctionnait pas si bien que ça, et on a eu une séparation IT digital pour mieux répondre aux problématiques business. Et aujourd'hui, le digital est vraiment focus sur l'expérience. Le même phénomène arrive aujourd'hui côté data, où in fine, la data est soit côté IT, soit côté digital, mais finalement toujours avec cette idée IT, la data est au service du digital ou de l'IT ou du business, mais pas comme entité qui va transformer, réimaginer les process. Et je pense que c'est vraiment là le cœur du sujet, de la valeur que la data va apporter, c'est que c'est vraiment un catalyseur de la transformation et elle doit se positionner de cette manière-là. Eh bien, quand je suis arrivé chez Decathlon, finalement, il y avait des équipes en place. Et ce que j'ai fait dans un premier temps, notamment avec les data scientists, je leur ai demandé, aux leaders de fabrique, je leur ai demandé de construire un business plan. Alors pourquoi je leur ai demandé un business plan? Parce que ce n'est pas des gens qui ont l'habitude de faire ce genre de choses. Bah, simplement, c'est que je voulais que les data scientists, donc des scientifiques de la data, aient plus l'esprit business et notamment qui évoluent vers ce que moi j'appelle gérer la business par la science et la science des données, donc business scientist. Ça, c'était une première chose qui a été au début assez perturbant pour eux, mais finalement, ils se sont pliés à l'exercice et ils ont finalement très apprécié et ils sont arrivés avec d'excellentes idées, d'excellentes roadmaps. La deuxième chose que j'ai fait, c'était souvent le métier, il arrivait avec un problème et une solution. La solution, évidemment, elle était colorée par le legacy intellectuel qu'ils avaient, ce qu'ils avaient réalisé dans le passé. Et là aussi, j'ai innové de ce point de vue-là parce que j'ai embauché ce qu'on appelle des data value engineers. En fait, c'est des personnes qui ont une double compétence. Ils ont une compétence data et ils ont une compétence aussi business. En règle générale, c'est souvent des personnes qui ont travaillé dans des cabinets de conseil avec une formation double, qui est une formation plutôt école de commerce, HEC, l'ESSEC ou autre, et avec une spécialisation data, voire data science pour certains. Et ce qui a permis justement, quand on recevait des demandes du métier, eh ben, de reprendre la demande depuis le début, de caractériser la problématique, parce que on a remarqué qu'on pouvait apporter beaucoup de bonnes réponses à beaucoup de mauvaises questions. Donc la bonne question, c'est primordial de bien la caractériser, donc le bon problème. Et ensuite, et là pour ce faire, on utilise des méthodes un peu nouvelles qu'on appelle le design thinking. On définit un business case avec la méthode du business canvas. Ça veut dire que dès le début du use case, on sait quel est le problème, quelle valeur la data peut créer et surtout comment on va mesurer cette valeur. Parce que souvent, le métier n'a pas forcément en tête des KPI pour mesurer cette valeur. Et ça, d'ailleurs, c'est une alerte pour détecter si le problème est correct ou pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai vraiment euh, impliqué la data sur des sujets business et sur des sujets transformationnels. Par exemple, on a une demande autour de ce qu'on appelle les scriptwriters, où finalement on avait mis en place une organisation assez classique, des personnes qui font des descriptions des produits, etc. Et puis on voulait utiliser de l'intelligence artificielle, mais un peu en bout de chaîne. Et ce qu'on a fait, finalement, on a observé comment le process était réalisé, on l'a découpé, et puis on s'est aperçu que, in fine, en utilisant les large language models, on pouvait complètement retourner le process, produire en masse les contenus en multilangue, avec des bons niveaux de qualité, et plutôt que d'avoir des scriptwriters, on avait des superviseurs de ce que produisait le LLM. Ça, c'est aussi une manière qu'on a utilisée pour réimaginer, pour aider le business à réimaginer son process et la manière dont il fait les choses. Ah, ça, c'est un grand sujet dans les entreprises. Enfin, c'est vraiment une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi et à laquelle j'ai été beaucoup confronté. Et in fine,
je trouve elle n'a pas de sens. Parce que en réalité, quand on observe bien la dynamique d'une entreprise et la dynamique des process et aussi la dynamique de la transformation de la data, ben, il y a des sujets qui doivent être décentralisés parce qu'il faut être au plus près de la décision, du métier. Et donc ça fait totalement sens. Mais il y a aussi beaucoup de sujets aussi qui doivent être centraliser, si on ne veut pas avoir de duplication, si on veut s'assurer de la cohérence, de la consistance des informations qui sont délivrées, si on veut s'assurer que les data, chiffre d'affaires par exemple, il est utilisé de la même manière par tout le monde et calculé de la même manière par tout le monde dans l'entreprise et qu'il n'y ait pas différentes manières de calculer le chiffre d'affaires ou le stock ou la marge. Ça, c'est ce que j'ai vu chez Decathlon, mais aussi dans plein d'entreprises. Donc, il est important de bien aussi définir qui fait qui et pourquoi on le fait. Et c'est pour ça que j'ai plus tendance à parler d'une organisation fédérée dans laquelle on définit un framework global et puis avec des responsabilités qui vont évoluer au fur et à mesure, je dirais, et de l'état de la consommation de la data. Alors, ce que j'ai pu noter comme impact, c'est que finalement, quelque chose de très important, c'est la structure de l'organisation, c'est l'architecture de l'organisation. Et j'aime bien me référer à la loi de Conway, parce que c'est une loi qu'on a vue dans de jeunes études probablement, mais qu'on a sérieusement oublié, c'est que finalement la loi de Conway dit que l'organisation va définir les produits que l'entreprise va produire. Et si je prends le sujet de la data, en fait, si on veut produire de l'agilité, de la flexibilité, de l'intelligence dans les processus, etc., bah, la manière dont on va le faire va être très importante. Pourquoi? Parce que si on s'organise en silos par domaine, etc., il est absolument certain qu'on va produire des produits qui vont correspondre à la supply chain, qui vont correspondre aux ventes, qui vont correspondre probablement au design des produits, mais le besoin de transversalité, il sera pas adressé. Et c'est pour ça qu'il est très très important de définir en fait comment ces produits vont être consommés, percolés dans l'entreprise, réutilisés entre les différents domaines, hein, ce que moi j'appelle la fertilisation croisée. Et pour ça, là-dessus, on doit plaquer une organisation. C'est de cette manière-là qu'il faut construire l'organisation et non pas l'inverse, de construire une organisation qui correspond souvent à des territorialités et pas forcément à des besoins business ou à des besoins d'avantages concurrentiels. Et c'est pour ça que j'aime bien rappeler la loi de Conway en disant attention, la manière dont on va s'organiser va définir ce qu'on va produire. Alors, si vous voulez continuer cette conversation avec moi, il est très simple, c'est très simple. Il suffit de me contacter sur mon profil LinkedIn et je me ferai un plaisir d'échanger et de vous répondre dans tous les cas.